Après ses premières productions réalisées entre Brazzaville et Pointe-Noire, respectivement, capitale politique et économique de la République du Congo, Parole d'expert, votre émission, le rendez-vous des intangibles du numérique, dépose ses valises à Bruxelles en Belgique, la capitale de l'Europe. Ici, nous sommes allés à la rencontre des acteurs de l'écosystème numérique européen avec lesquels nous nous sommes entretenus sur une série de questions liées au numérique. Bienvenue dans Parole d'expert. L'intelligence artificielle, ce domaine d'expertise novateur, révolutionnaire et spectaculaire du XXIe siècle, certains l'acceptent comme une innovation tout à fait intéressante. D'autres, par contre, pensent qu'il faut éventuellement mettre un coup d'arrêt d'abord pour essayer d'évaluer les risques potentiels pour l'humain. Ces systèmes espèrent capables éventuellement de raisonner, de s'adapter ou d'apprendre est aujourd'hui en train de changer éventuellement la manière de penser, de raisonner ou de s'inventer. L'IA aujourd'hui en train d'urbaniser nos comportements sociaux ou encore humains. Avec ces algorithmes qui pensent aujourd'hui finalement à la place de l'humain, le monde se trouve dans une position d'amener l'humain à se douter. L'émission Parole d'expert que nous allons suivre tout à l'heure essaiera de nous donner quelques réponses, évidemment, sur les interrogations que nous posons sur l'usage de l'intelligence artificielle. Bien le bonjour mesdames et messieurs et merci de suivre ce nouveau numéro de Parole d'expert. L'intelligence artificielle et ses algorithmes sont partout, présentes autour de nous, mais on ne s'en rend pas forcément compte. Elles ont pris tellement de place dans la vie humaine qu'elles posent des questions d'ordre sociétal, démocratique, éthique et même politique. Au service de qui et de quoi sont-elles? Qui contrôle qui? Quel rôle va-t-on laisser jouer aux intelligences artificielles et ses algorithmes? Dans quelle société voulons-nous vivre? Telles sont les questions auxquelles tentera de répondre notre invité Pierre Owele, avec qui nous allons décrypter la logique et le fonctionnement des algorithmes d'intelligence artificielle. Pierre Owele, pour nos téléspectateurs, qui êtes-vous? Alors, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Pierre Owele. J'ai fait des études de mathématiques, donc j'ai un master en mathématiques que j'ai effectué à l'université de Mons en Belgique. Ensuite, j'ai été donc chercheur et assistant encore à l'université de Mons dans le service d'algorithmique. Et j'ai aussi enseigné donc à l'École supérieure d'informatique de Bruxelles et également dans le cadre de ma recherche pour l'université de Mons. Je participe aussi aux enseignements par là. Première question pour débuter cette émission. Qu'est-ce qu'un algorithme? À quoi sert-il et de quoi est-il fait? Alors, la question de qu'est-ce qu'un algorithme, c'est une question qui est assez simple, mais la réponse académique est un peu compliquée. Mais on va quand même aller, je pense, vers une définition plus de textbook, donc de manuel scolaire, qui est typiquement la suivante. Un algorithme, c'est la spécification précise et non ambiguë d'une séquence d'instructions qui est destiné à être exécuté mécaniquement afin de résoudre un problème à partir de données et de donner une sortie. Bien. Alors, du coup, qu'est-ce que c'est? Eh bien, un algorithme, c'est un concept qui décrit comment on va résoudre un problème, typiquement avec un ordinateur. L'allégorie qu'on prend régulièrement pour expliquer la notion d'algorithme, c'est celle de la recette de cuisine, où on dit une recette de cuisine,
c'est une séquence d'étapes qu'on utilise pour expliquer à quelqu'un comment arriver à un plat, en considérant qu'éventuellement la personne à qui on explique ça n'est pas un cuistot étoilé, et donc c'est quelqu'un d'éventuellement débutant qui doit être capable de suivre la recette. Eh bien, pour l'algorithme, c'est la même chose. C'est cette séquence d'étapes qui doit nous dire comment on résout un problème et qui est destinée à ultimement une machine, mais même éventuellement à un humain. Justement, dans le cadre de ce que vous disiez, on dit des algorithmes d'intelligence artificielle qu'ils ne sont capables que de reproduire des tâches mécaniques à notre place. Mais réellement, de quoi sont-ils capables? En théorie, oui, bien sûr, les algorithmes d'intelligence artificielle, ils reproduisent des tâches mécaniques. C'est le concept d'algorithme dit exactement que c'est ce que ça fait. Une question qu'on pourrait se poser au niveau réellement théorique, c'est très bien, mais alors le concept d'algorithme, jusqu'où il peut y aller? Donc au-delà de l'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'on peut faire avec un algorithme? Qu'est-ce qu'on peut faire avec une automatisation en fait par une machine? C'est une question qui est assez passionnante, mais je pense que c'est pas réellement ce qu'on veut préciser ici. Si on parle plus en pratique, ce que font les intelligences artificielles actuellement, donc les algorithmes qu'on catégorise d'intelligence artificielle maintenant, qu'est-ce qu'elles font? Elles font énormément de choses, beaucoup dans le domaine de l'optimisation de problèmes, donc c'est-à-dire trouver des solutions à des problèmes d'optimisation, notamment dans tout ce qui est chercher une solution optimale à, par exemple, une antenne, quel format je dois prendre pour une antenne radio qui doit être optimale pour une certaine application, ou dans le domaine donc de la reconnaissance d'images. Actuellement, les intelligences artificielles sont assez efficaces. Qu'est-ce qu'on entend par efficacité? Pour reprendre l'exemple de l'analyse d'images, nos intelligences artificielles actuellement sont capables d'analyser les images de façon très correcte. On arrive très bien à voir dans une image qu'on voit un chat, un chien, une bouteille d'eau, un siège, etc. Mais pourtant, l'intelligence artificielle va quand même faire pas mal d'erreurs. Et donc, si on prend juste la reconnaissance d'image, ce problème-là, entre une intelligence artificielle et un humain, l'humain sera plus efficace dans le sens, il sera plus performant, il va faire moins d'erreurs. Par contre, là où l'IA battra à plat de couture l'humain, bien sûr, c'est dans sa rapidité à le faire. On peut lui donner des millions d'images à reconnaître, avec des millions d'objets à reconnaître, et elle le fera sans souci, alors que pour l'humain, ça sera une tâche qui ne sera bien sûr pas possible. Et maintenant, donc la limite de ce que peut faire une intelligence artificielle à l'heure actuelle, c'est quelque chose qui évolue tout le temps. Je pense qu'il y a quelques années, on disait encore qu'une intelligence artificielle ne pouvait pas battre un joueur, par exemple, au jeu de Go. Bien sûr, maintenant, c'est chose faite. Et pourtant, il y a quelques années, on pensait que c'était quelque chose du futur distant de pouvoir faire ça. Donc c'est quelque chose qui évolue très vite, en fait, la capacité de l'intelligence artificielle, pratiquement. Lorsqu'on parle de biais algorithmique, à quoi fait-on allusion différemment du biais cognitif? Les deux ont-ils quelque chose de commun? Alors, le biais, de façon générale, qu'il soit cognitif ou algorithmique, on va le définir comme une sorte de déviation par rapport à un comportement attendu. Le biais de l'humain, ça sera une déviation dans son raisonnement, par exemple, qui est due à l'intuition ou à comment fonctionne notre cerveau, ce genre de choses. Le biais algorithmique, ça sera encore une fois bien sûr une déviation au comportement attendu de l'algorithmique par rapport à une sortie qu'on s'attend. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir mesurer par exemple l'output d'un algorithme, on va regarder ce qu'il nous donne par rapport à un set d'entrée et on va se rendre compte par exemple qu'il a tendance à prendre pas la solution qu'on s'attendrait à ce qu'il doive prendre de façon raisonnable, comme si un humain réfléchissait au problème, mais il va prendre des solutions qui sont décalées d'une certaine façon. Je pense qu'un exemple, ça serait comme si on disait j'ai un algorithme qui doit tirer des fléchettes sur une cible, par exemple, et il tire ces fléchettes avec une marge d'erreur qui n'est pas très grande, c'est-à-dire qu'il vise bien, c'est-à-dire pas n'importe comment, mais toujours par exemple un petit peu à droite de la cible. Ça, c'est un biais qu'on mesure sur la sortie de l'algorithme. Et le lien entre les deux, je dirais, c'est la plupart du temps, les biais algorithmiques qu'on peut observer, ils se trouvent dans, par exemple, les algorithmes de machine learning, donc d'apprentissage automatique. Ils viennent la plupart du temps, je pense, de biais dans les données d'entrée, en fait. C'est-à-dire, nos algorithmes, ils apprennent à partir d'un jeu de données qu'on leur donne, donc des données d'exemple, ils vont essayer d'inférer des choses par rapport à ça et de donner des nouvelles prédictions
par rapport aux problèmes qu'on leur demande de résoudre. Bien sûr, si les données d'entrée avaient un biais qui existait dedans, eh bien l'algorithme va reproduire ce biais, un peu comme un parent qui apprend des choses à ses enfants et les enfants reproduisent le schéma du parent. La plupart du temps, je pense, les biais algorithmiques que l'on observe viennent en fait de biais cognitifs d'humain à la source, que ça soit du développeur, par exemple, qui a introduit un biais dans son algorithme, ou du jeu de données qu'on a utilisé, par exemple, pour entraîner. Et l'efficacité de ces biais dépend-elle de la qualité ou la fiabilité des données mises à disposition? Éventuellement, l'absence de biais, on pourrait le prendre dans la notion de qualité des données. C'est-à-dire, on pourrait dire, je prends un jeu de données et je me demande, est-ce qu'il y a un biais dans ces données-là? C'est-à-dire que peut-être il faut faire une analyse statistique d'abord sur les données qu'on va donner pour entraîner une IA et voir est-ce qu'il y a un biais dans ces données ou pas. Mais des fois, on ne le sait pas, puisque c'est même compliqué pour des humains de savoir est-ce qu'il y a un biais vraiment dans mes données ou pas. Ou est-ce que j'ai un biais, moi, justement, dans ma prise de décision. C'est un problème compliqué. Michael Jordan, pas le basketteur, mais un professeur d'informatique à l'université de Berkeley depuis 1998 et ancien du Massachusetts Institute, le MIT, pense que le défi des prochaines années, c'est de développer des algorithmes d'analyse de données qui soient fiables. Les algorithmes actuels ne le sont-ils pas? Si oui, pourquoi continue-t-on à en faire usage lorsqu'on sait les conséquences qu'ils peuvent générer, notamment dans le cas de la reconnaissance faciale ou dans le secteur de l'emploi? Je suis d'accord avec le professeur Jordan. Il y a deux problèmes ici sur cette fiabilité des algorithmes. Le premier, c'est celui bien sûr des biais, on en a parlé. Il faut réussir à faire des algorithmes essentiellement qui ne souffrent pas des biais sous-jacents aux données. C'est vraiment un énorme défi. Et il y a un autre problème aussi, je pense, plus technique dans les questions qu'on peut se poser sur la fiabilité d'un algorithme, c'est que là où il fut une époque où on faisait de l'analyse de données sur des ensembles de données assez petits, on pouvait sélectionner ces données afin qu'elles soient fiables. On sélectionnait les données afin qu'elles soient fiables. Le problème qu'on a maintenant, c'est que on est dans l'ère du big data et on a des jeux de données qui sont gigantesques et tellement gigantesques qu'un humain ne peut pas préfiltrer ces données pour analyser, tiens, est-ce que ces données sont fiables ou pas? On se retrouve avec des algorithmes qui doivent juste faire avec l'ensemble de données qu'on leur donne. Et ces données, en plus du coup de devoir faire avec des données qui ont peut-être des soucis dedans, il faut savoir qu'en plus de ça, donc les données issues du big data, on n'augmente pas simplement le nombre de sampling, donc le nombre de données qu'on donne. Par exemple, si je prends la taille des personnes d'une population, c'est pas juste qu'on augmente le nombre de personnes, c'est aussi qu'on augmente le nombre de variables qu'on va prendre en compte sur chacun des individus qu'on va analyser. Par exemple, pour prédire si quelqu'un a un fort pourcentage de chance ou pas de développer une tumeur dans les 10 prochaines années, eh bien, si on veut faire un algorithme d'intelligence artificielle, donc un algorithme qui fait du machine learning essentiellement, à partir d'un ensemble de données pour prédire ça, on va lui donner des données médicales. Mais le concept du big data, c'est que on va pas pouvoir choisir ce qu'on va donner à l'algorithme, parce qu'on a vraiment tout cet ensemble de données et il est trop grand pour qu'on puisse sélectionner les données qu'il fallait donner à l'intelligence artificielle. Et alors on pourrait imaginer que on se retrouve avec un jeu de données dans lesquels il y a aussi la liste des films que les patients ont aimés dans les 10 dernières années. Et là où pour un humain, bien sûr, c'est clair que c'est pas quelque chose qu'il faut prendre en compte, ce genre de données. Pour l'algorithme, c'est pas clair. Et puisqu'on peut pas le filtrer parce qu'on en a trop, eh bien, il faut qu'il fasse avec. Donc ces données, elles sont là. Et le danger qu'il y a quand on a comme ça énormément de variables, c'est que on augmente ce qu'on appelle le bruit statistique dans nos données. Et donc, au plus on a de variables avec un nombre fixé de sampling qui sont là, au plus on augmente le nombre de variables, au plus on a les chances que par hasard on observe un pattern dans les données qui en fait n'en est pas un. C'est juste que comme il y a beaucoup de données, il y a plus de chances qu'il apparaisse un pattern. L'intelligence artificielle, donc l'algorithme de machine learning, utiliserait pour dire « Ah bah tiens, apparemment, ce pattern-là, il prédit l'apparition d'une tumeur dans l'année à venir », alors qu'en fait, non, c'était juste parce que le bruit statistique a augmenté à cause de ce jeu de données qui n'était pas si excellent que ça. Et donc, faire des algorithmes qui prennent ça en compte, qui arrivent à détecter vraiment automatiquement sans un humain, donc sans l'aide d'un humain en fait, pour que telle ou telle variable ou tel ensemble de variables, puisqu'il faut prendre aussi en compte des combinaisons de variables, le fait qu'il faille pas prendre ces données-là ensemble
en compte parce qu'elles induisent du bruit dans la décision, ça c'est un défi technique énorme pour l'instant. On ne peut parler d'intelligence artificielle et d'algorithme sans évoquer le code informatique. Quelle est sa place dans les deux? Alors, le code informatique, j'imagine qu'on parle de programmation. La programmation, donc c'est quoi? C'est le fait de dire j'ai un algorithme qui était cette méthode pour résoudre un problème, et cette méthode, c'est pas une méthode qu'on peut appliquer directement. Il va falloir ultimement, comme le but c'est de faire fonctionner une machine qui automatise une tâche par exemple, eh bien il va falloir régler cette machine pour qu'elle effectue l'automatisation qu'on veut qu'elle fasse. Et donc le code, c'est, si vous voulez, cet ensemble de réglages qui permet de faire en sorte que la machine, elle fait ce qu'on veut qu'elle fasse. Et pour ça, on va typiquement donc traduire un algorithme dans un langage de programmation qui va nous permettre d'écrire un programme qui implémente l'algorithme et qui sera cet ensemble de réglages qu'on va donner à la machine pour qu'elle s'exécute. Et êtes-vous d'accord avec tous ceux qui pensent qu'aujourd'hui, le bon sens d'une intelligence artificielle devrait aussi partir de la programmation de cet algorithme? Je pense que le problème du bon sens en intelligence artificielle, c'est un problème vraiment compliqué, c'est-à-dire que c'est quelque chose que déjà en tant qu'humain, on n'est pas capable de définir. On pourrait essayer de coder ce qu'est le bon sens, mais pour une intelligence artificielle, c'est quelque chose qui sera toujours complètement étranger. Énormément des choses que nous allons considérer comme du bon sens font partie de nos émotions, de nos relations sociales avec des gens. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on peut faire comprendre à la machine, puisque non seulement il y a tout un contexte social lié au bon sens, il y a aussi des notions de, tout simplement, de facteurs même chimiques qui sont de notre propre corps. Le fait que nous ressentons de la douleur, c'est quelque chose qui est non négligeable dans notre concept de ce qu'est le bon sens, de ce qu'on va considérer qu'on va pouvoir faire ou pas. Alors, ultimement, par contre, bien sûr, si je reviens à cette idée dont j'en ai parlé tout au début, qu'on peut se demander qu'est-ce qui est faisable avec un algorithme, en gros, tout est faisable. On peut imaginer, mais c'est de la science-fiction, mais on pourrait imaginer, bien sûr, qu'on simule un humain dans toute sa structure et qu'on simule une société et qu'on simule tout ce qu'on a besoin de simuler pour dire de pouvoir abstraire ce genre de choses. Mais c'est complètement de la science-fiction à l'heure actuelle, ça. L'intelligence artificielle et les algorithmes, ce ne sont pas que les bonnes nouvelles, ce sont aussi des scandales, retentissants d'ailleurs, comme l'affaire Cambridge Analytica, où une société proche de l'ancien président américain Donald Trump a utilisé les données de 50 millions d'Américains, d'utilisateurs de Facebook américains, pour influencer le vote des électeurs. Expliquez-nous comment cela a été rendu possible et doit-on peut-être avoir peur pour l'avenir? Alors, comment ça a été rendu possible? Pour ce que j'en sais donc, de cette affaire, le principe c'est que donc, la société Facebook à l'époque permettait à des chercheurs d'accéder à des données d'utilisateurs afin d'effectuer des études, par exemple des études sociologiques. Et un chercheur donc, de Cambridge a pompé les données donc, de Facebook pour soi-disant faire une étude, et il se trouve que, eh bien, en fait, il a revendu ces données ensuite à Cambridge Analytica. Et ces données, normalement ne devaient pas être aux mains de Cambridge Analytica, ça ne devait pas être le cas, mais soit, elles le sont devenues, et donc ils ont utilisé ces données pour essentiellement créer des profils psychologiques donc des utilisateurs, afin de pouvoir les cibler plus efficacement pour des campagnes d'influence politique. Quel a été, dans ce sens, le degré d'implication de l'intelligence artificielle et des algorithmes, justement? Alors, ils ont utilisé un système, je pense, qui est proche de ce qu'on appelle le A/B testing en software development, c'est-à-dire qu'ils ont essayé des campagnes sur certains profils. Donc, c'est-à-dire qu'à partir de l'ensemble des données, on dégage des profils types, d'accord? C'est ce qu'on appelle par exemple le clustering, on dégage des certains profils types, et puis on ne sait pas forcément comment ces personnes réagissent à quel type de publicité ou quel type d'influence. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un sous-ensemble de ces personnes, de ces profils types, essayer certaines choses, donc là c'est les humains qui disent tiens on va essayer ça avec eux, ça avec eux, ça avec eux, et puis
on a un algorithme justement qui va voir les tendances de qu'est-ce qui marche mieux sur quel profil, et à partir de ça, on extrapole le type d'influence qui fonctionne le mieux sur quel type de profil, afin de vraiment cibler des gens pour exploiter réellement leur profil, par exemple leur peur spécifique, pour leur faire voter d'un côté ou de l'autre, par exemple. D'accord. Associé aux algorithmes, l'intelligence artificielle tente de reproduire les fonctions cognitives des humains, à savoir le raisonnement, la motricité, la vision et même le langage. Est-ce qu'on peut dire de là que l'intelligence artificielle est créative? Alors, je pense qu'il y a deux choses dans cette question pour lesquelles il faut définir un peu les choses. Donc c'est l'intelligence artificielle, puisqu'en fait ici on n'a pas encore parlé de ce qu'on entendait par une intelligence artificielle, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'elle fait, et qu'est-ce que c'est que la créativité. Donc je vais mettre la créativité pour le côté pour l'instant. Parlons d'abord de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, ce n'est pas seulement, et surtout pas la plupart du temps, recopier le fonctionnement cognitif de l'humain. On définit souvent l'intelligence artificielle plutôt dans le sens d'un agent rationnel. Et il y a plusieurs définitions de l'intelligence artificielle, donc juste peut-être pour parler de ça un petit peu. On va dire qu'une intelligence artificielle, on va la catégoriser sous les termes de est-ce qu'elle va raisonner comme un humain, est-ce qu'elle va effectuer un raisonnement qui est celui d'un humain, ou est-ce qu'elle va se comporter, donc agir comme un humain. Donc, est-ce qu'on regarde son comportement ou est-ce qu'on regarde son fonctionnement? Et donc ce comportement est-ce qu'on veut qu'il soit comme un humain ou est-ce que ce raisonnement veut qu'il soit comme un humain? Et l'autre chose, c'est est-ce qu'on veut que ça soit vraiment comme un humain ou est-ce qu'on veut juste que ça soit rationnel? En général, les intelligences artificielles qu'on développe, on veut qu'elles se comportent rationnellement. Donc le fonctionnement nous intéresse très peu, parce que ça c'est de la technologie, et ce qui nous intéresse réellement c'est la sortie. On veut qu'elle soit rationnelle, c'est-à-dire qu'on peut se dire qu'elle satisfait à des critères de rationalité. Les IA sont très rarement, en tout cas celles qu'on utilise, imitent très rarement l'humain, même si je peux comprendre qu'on parle de réseau de neurones profonds et on se dit oui, ça imite l'humain dans le fonctionnement de son cerveau, mais c'est pas du tout le cas en fait. Donc le principe des réseaux neuronaux, c'est vraiment une très pâle imitation du concept de vrais neurones biologiques. C'est inspiré, parce qu'on s'en est inspiré techniquement, je vais dire, mais c'est pas du tout une simulation. Ça ne fonctionne absolument pas de la même façon. Donc ça, c'est une première chose. Donc l'IA, pour moi, c'est plus quelque chose qui est un agent rationnel. On regarde comment il se comporte et on veut qu'il satisfasse à des critères de rationalité. Et maintenant, la deuxième question, c'est du coup, est-ce que ces systèmes-là est-ce qu'ils peuvent être créatifs? Et donc il faut définir qu'est-ce que c'est que la créativité. La créativité, c'est créer des nouvelles choses, des choses qui n'existent pas. Alors oui, l'IA est créative, elle crée des choses qui n'existent pas. On peut avoir des IA qui vont trouver des solutions à un problème pour lesquels aucun humain n'avait trouvé une solution. On peut avoir des IA qui produisent des images, donc par exemple des peintures, ça c'est un grand sujet du moment, je pense avec par exemple l'IA Midjourney. On a des peintures qui sont des choses qui n'existent pas, elles sont vraiment nouvelles, mais est-ce que c'est réellement de la créativité, le fait de juste trouver quelque chose de nouveau? Par exemple, si moi je fais un dessin ou j'écris un texte, une liste de courses même, et cette liste de courses, cet assemblage de choses-là n'ait jamais été écrite, est-ce que c'est de la créativité? On aura tendance à dire que non, c'est juste quelque chose qui n'existe pas, mais c'est pas de la créativité en soi. Donc, en tout cas, pour cette forme-là, l'IA est très forte. Maintenant, si on regarde la créativité comme le fait dans le processus de création, est-ce que je fais réellement quelque chose d'original, quelque chose qu'on n'a jamais vu dans le processus de création, qui est en général la créativité de l'art et aussi de la recherche. Donc, c'est-à-dire, si on prend de la recherche scientifique, on peut dire on n'a pas juste un nouveau résultat, on a un nouveau résultat qui va dans une direction et on a utilisé un ensemble d'étapes qui vont dans cette direction. Pour ça, l'intelligence artificielle actuellement, elle n'est pas encore au point. C'est-à-dire que je ne pense pas qu'on voit vraiment des œuvres d'art pour lesquelles une IA a vraiment dit « j'ai un problème de société et je suis en train de le soulever dans mon œuvre d'art ». On a juste une image qui peut être jolie, hein, mais on n'a pas cette notion-là de la créativité qui est là. Et pareil pour, encore une fois, la recherche. On utilise beaucoup l'intelligence artificielle pour aider à la recherche. Je parlais tout à l'heure donc de la création d'antennes, par exemple, qui sont optimales pour quelque chose. On a toujours des humains qui vont regarder, tiens, est-ce que cette antenne, elle est bien ou pas? Et je pense que la créativité, à ce moment-là, elle n'est pas l'origine de l'intelligence artificielle, donc de l'algorithme qu'on a utilisé pour créer cette chose qui est optimale. Elle est plutôt de l'humain qui a codé, en fait,
l'intelligence artificielle. L'humain qui a eu l'idée de se dire je vais coder une intelligence artificielle pour le faire. D'une pensée. Lorsque vous dites que la créativité qu'on peut attribuer à l'intelligence artificielle serait beaucoup plus celle de la personne qui l'aurait programmée. Actuellement, oui. Donc, c'est-à-dire, pour les intelligences artificielles actuelles, bien sûr, oui. On fait une différence dans le domaine de l'intelligence artificielle entre ce qu'on va appeler les IA faibles et les IA fortes. Pour l'instant, on est dans le domaine des IA faibles. On parle vraiment ici d'IA faibles, c'est-à-dire des IA qui résolvent des problèmes très particuliers. Bien sûr, la science-fiction, pour l'instant, c'est aller vers les intelligences artificielles fortes, donc des intelligences artificielles générales, qui ont vraiment un processus cognitif complet et qui seraient des êtres conscients autant que nous, si pas plus. Là, bien sûr, on pourra discuter de sont-elles créatives et pourquoi pas. Ça serait mon avis que je vois pas pourquoi est-ce que à ce moment-là, on pourrait parler de créativité. Mais en tout cas, celles dont on parle maintenant, dans notre monde actuel, ce sont des IA faibles et pour moi, il n'y a pas de créativité qui est due à l'IA. Voilà. En général, c'est plutôt la création de l'IA qui fait preuve de créativité. Très récemment, plus précisément le 26 août dernier, une entreprise chinoise spécialisée dans les jeux vidéo au nom de NetDragon Websoft a communiqué avoir nommé une intelligence artificielle, c'est-à-dire un robot, comme son PDG. On l'a surnommée Madame Tang Yu et elle sera en charge de diriger cette entreprise qui est d'ailleurs cotée en bourse et elle va centraliser les données en temps réel, les analyser pour soutenir la prise de décision. Mais quelques jours bien avant, le 17 août 2022 aux États-Unis, 60 salariés d'une entreprise qui travaille pour Meta, la maison mère de Facebook, ont appris qu'ils étaient licenciés. Pourquoi? Personne ne sait. Il leur a tout simplement été expliqué qu'ils avaient été désignés au hasard par une intelligence artificielle sur recommandation d'un algorithme. Peut-on dire qu'au travers des algorithmes d'intelligence artificielle, c'est le calcul aujourd'hui qui fabrique et détermine le social? Alors, ça va dépendre ce qu'on laisse faire à l'intelligence artificielle dans le calcul du social, c'est-à-dire que là, on a des exemples où on a laissé faire le travail à une intelligence artificielle de calculer le social. Si je prends l'exemple, pour commenter un peu cet exemple pour le licenciement, on dit que cette IA a choisi au hasard. Alors, je ne pense pas que ça soit réellement choisi au hasard, elle a dû prendre des critères et quelqu'un a dû écrire cette intelligence artificielle pour qu'elle optimise une certaine fonction objective, pour qu'elle optimise quelque chose pour répondre au problème de qui est-ce que je dois choisir. Donc c'est-à-dire qu'il y a vraiment quelqu'un qui a eu un objectif, un humain, on parle de ça, un humain avec comme objectif de dire je dois écrire une intelligence artificielle, un programme, un algorithme qui va sélectionner des gens que je veux licencier parce que par exemple, soit je dis je pense qu'ils sont pas assez performants ou je choisis vraiment par exemple au hasard. On pourrait vraiment dire je prends un algorithme qui choisit aléatoirement des gens. Pourquoi pas? Mais toujours est-il que quelqu'un a dû écrire cet algorithme et a dû réfléchir à quelle est la fonction objective à optimiser en fait. Donc l'IA, c'est juste à ce moment-là l'outil qui a fait le travail qu'un humain a demandé de faire en fait. Au niveau de ce genre de choses, personnellement, je me satisferais pas d'une réponse où on me dit vous avez été licencié au hasard par une IA. Ce qui m'importe personnellement, c'est plutôt de savoir est-ce que j'ai été victime d'une discrimination injuste. Donc si on me dit vraiment vous avez été choisi au hasard, on en avait 60 à licencier parmi 1000 et on les a tirés au hasard en lançant des dés, est-ce que c'est éthique ou pas? Ça c'est une question, mais ok, je comprends le principe. Après je peux me poser la question est-ce que c'est éthique ou pas? Si on me dit c'est une IA, eh bien pour moi c'est pas différent de dire c'est un humain qui a pris cette décision. Donc la personne des ressources humaines par exemple, est-ce qu'elle a fait preuve de discrimination ou pas? J'en sais rien. Et donc, je peux me poser les mêmes questions que si c'était un humain qui avait pris cette décision, que si c'était une intelligence artificielle. Mais peut-être, là, au moins, pour l'intelligence artificielle, ici, c'est qu'on peut directement demander aux gens qui ont codé cette intelligence artificielle, aux gens qui ont écrit des algorithmes d'optimisation, quelles ont été vos données d'entraînement, s'il y avait des données d'entraînement, qu'est-ce que vous avez utilisé pour optimiser, quelle était la fonction objective. On peut avoir un tout petit peu plus d'insight que, ou si c'était juste un humain, on demanderait qu'est-ce qui vous a amené, par exemple, à prendre cette décision de licencier telle personne? Et pour le cas d'une IA PDG d'une entreprise, qui sera certainement demain amenée à prendre des décisions? Alors, là, encore une fois, c'est-à-dire qu'on peut avoir une entreprise qui, dans sa stratégie, fixée par des humains, donc c'est toujours des humains qui vont dire on va fixer comme stratégie que la prise de décision, il ne faudrait pas qu'on la prenne
nous en tant qu'humains, mais on a l'impression que ça serait mieux qu'un algorithme qu'il va falloir qu'on écrive et qu'il va falloir qu'on décide comment il fonctionne. On décide que cet algorithme ferait de meilleures décisions que nous. Ça reste au final des humains qui ont vraiment choisi le fait d'utiliser telle méthode pour faire les choses. Et donc ça reste un calcul à ce moment-là, donc l'intelligence artificielle qui est là, l'algorithme qui est exécuté, c'est un calcul qui a été dicté au final par des humains. Peut-être qui ne maîtrisent pas trop exactement quel est le calcul qui a été fait, mais les objectifs qu'on a donnés à la base, ça a été déterminé par des humains. Au regard de ce que vous dites, peut-on affirmer qu'il y a une croisade entre l'intelligence artificielle, notamment ses algorithmes, sur les humains, jusqu'où ira la machine dans sa croisade pour prendre la place de l'homme? Qu'est-ce que vous en dites? Je pense qu'elle ira jusque-là, on lui laissera la place, encore toujours une fois. pour la conduite de l'homme dans le cadre de la programmation. La place de la machine, elle prend la place qu'on lui donne, vraiment. On peut choisir de ne pas mettre une intelligence artificielle quelque part et de ne pas lui laisser prendre des décisions. Bien sûr, l'utilisation de l'intelligence artificielle, ça reste un outil merveilleux pour aider à la décision. Donc le domaine de l'aide à la prise de décision, ça c'est un domaine dans lequel l'IA, je pense, a vraiment beaucoup de place, mais il ne faut jamais oublier justement dans tous ces systèmes-là où on prend un système d'aide à la décision, il ne faut jamais oublier qu'on ne peut pas complètement déléguer notre décision à un système qui est au final juste ce type d'algorithme où on va dire par exemple j'ai optimisé une fonction objectif dans quelque chose. Parce que, on parlait du bon sens, si on comprend comment cet algorithme a été écrit et comment il en est arrivé à prendre éventuellement de très bonnes décisions, on comprend que la notion de bon sens elle est complètement absente de cet algorithme. Et alors on peut vouloir ça, on peut vraiment vouloir ça. On pourrait dire je veux une société dans laquelle je mets de côté le bon sens, et je veux réellement avoir du pur pragmatisme, et voici ma définition du pragmatisme solidement, et donc je code cette définition du pragmatisme, et je vais vers une intelligence artificielle qui prend cette décision. Mais là, c'est une décision de société. Est-ce que je veux avoir des décisions sociales qui sont purement pragmatiques, ou qui prennent en compte l'humain? Et dès qu'on dit que je veux prendre en compte l'humain, ça veut dire qu'il ne faut pas complètement lâcher les brides aux intelligences artificielles, en fait. Au regard de la place que l'intelligence artificielle et les algorithmes ont déjà prise dans notre monde actuellement, et peut-être ce que nous pouvons penser, la place qu'ils pourront occuper demain, peut-on être aujourd'hui en mesure de se décider ou de penser au choix du monde dans lequel nous voulons vivre demain? Je pense que c'est une question que chacun doit se poser lui-même, puisque pour revenir à ce que je viens de dire, la question de vraiment, est-ce que je veux un monde pragmatique qui met de côté l'humain, ou est-ce que je veux un monde qui met l'humain au centre, ça c'est une question d'éthique. Et il y a vraiment des gens qui seront pour mettre l'humain de côté, parce que le pragmatisme va d'abord, par exemple. Ce qu'on peut regarder pour savoir est-ce que c'est une bonne chose des fois d'aller vers le pragmatisme, eh bien c'est regarder ces exemples justement de cas où on a fait l'expérience, on a mis de côté l'humain et on a mis une intelligence artificielle au centre de tout, mais on n'a pas forcément besoin pour ça de regarder l'intelligence artificielle. Je veux dire, mettre l'humain de côté pour, par exemple, le profit pragmatique, c'est quelque chose qui se faisait bien avant l'existence de l'intelligence artificielle. On n'a pas besoin d'une intelligence artificielle pour mettre de côté l'humain, en fait. Donc, pour se poser cette question-là, est-ce qu'on a vraiment besoin de savoir est-ce que l'intelligence artificielle aide pour cette question-là? Je ne suis pas sûr. Par contre, savoir comment fonctionnent les intelligences artificielles, connaître ses limites, ça nous permet de ne pas rêver au fait qu'actuellement, par exemple, elles vont vraiment remplacer un humain comme, par exemple, un manager. Actuellement, l'idée que moi je me fais d'un manager, par exemple, d'un bon manager dans une entreprise, ce n'est pas une intelligence artificielle telle qu'on les connaît actuellement. Je veux un humain. Pierre, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci à tous et à toutes de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro. Merci. Au revoir. Retrouvez cette émission en ligne en vous abonnant sur la chaîne YouTube de Parole d'Experts.